Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme tout aussi brillante qu'intelligente et pétillante et résolument étonnante quand on découvre son parcours. Ah, les rencontres, on va en parler. Une fille du sud de la France, tantôt Miss Météo sur M6, comédienne, animatrice TV pour France Télévisions. Elle nous invite parfois au voyage, rien que par son aura. Son parcours est donc éclectique parce qu'Amanda Scott, c'est ici et maintenant. Mon invitée du jour a plus d'une corde à son arc et aujourd'hui pour vous, elle va vous révéler quelques conseils et secrets qui lui ont bien servi. Amanda Scott, bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce mois de juin 2023 ? Alors moi, j'aurais tendance à dire que ma devise, c'est « Tout vient à point, à qui c'est agir ». Donc en fait, c'est agir, quoi. Y aller... Être en mouvement. Être en mouvement, tout le temps, voilà. Parce que quand tu es en mouvement, il se passe des choses en fait. C'est l'énergie. Ouais. Alors, tu es née dans le sud, tu as même grandi à Monaco. J'avais envie d'écrire monégasque. On m'a dit non, elle est monégasque. J'aimerais bien parce que je serais riche. Parle-moi de ton enfance. Quel genre d'enfance as-tu ? Que faisaient tes parents ? En fait, j'ai une enfance merveilleuse. Moi, j'ai des parents en fait qui sont pas du tout dans ce milieu, vraiment pas. Ma maman était aide-soignante. Ok. Donc voilà, elle s'occupait des autres, tournait vers les autres, la bienveillance, l'empathie. Et j'avais un papa, en fait, alors il a fait 10 milliards de métiers, mon père, il s'est fait à la force du poignet. Il a appris sur le tas, en fait, cette époque-là où les gens pouvaient encore faire des trucs, même sans avoir fait des grandes études. Donc, il a été dessinateur industriel, il a fait de l'archi, il a été conducteur de chantier. Enfin, vraiment, il a été soudeur. Bosseur. Vraiment, un bosseur, voilà, un vrai bosseur. Maman camerounaise. Ouais. Et ton père ? Papa français, voilà. le français. Le vrai de vrai, quoi. T'as des frères et sœurs ? Un grand frère. Un grand frère, Ouais. beaucoup plus grand que toi ? Ouais, on a... Enfin, beaucoup plus grand, faut pas exagérer, on a 7 ans d'écart. 7 ans d'écart. Et alors, quel genre d'enfant étais-tu ? Alors moi, j'étais une enfant hyper timorée, c'est-à-dire plus timide, tu meurs. Ah bon ? Oui, je sais que... On t'imagine peu, là. Mais je jure que c'est vrai. Oui, j'étais plutôt dans ma bulle, dans la lune, je lisais beaucoup. J'étais pas... j'avais pas un peu peur de tout, je crois. Donc, Très timide. Très, très timide. Mais alors, tu as grandi où ? Dans le sud, mais où ? À Monaco ? À Monaco. Ouais, je suis née à Saint-Raph. Ok, Saint-Raphaël, si belle. Ouais, magnifique. Et puis, en fait, pour des questions professionnelles, mon père, donc du coup, a migré sur Monaco et donc on a atterri là. Donc j'ai fait vraiment toute mon enfance. C'est comment de grandir à Monaco ? C'est assez fabuleux en fait parce que en fait les gens ont une image galvaudée de Monaco, tu vois, ils se disent ah oui alors c'est les voitures de luxe, le casino, mais en fait c'est pas du tout que ça, il y a des gens normaux, des vrais gens, il y a des HLM. Okay. Ah bon ? Mais bien sûr, HLM à Monaco. Il y a des HLM à Monaco. Okay. Oui. Alors c'est sûr que c'est pas les barres d'immeubles qu'on trouve en France, mais ça reste des HLM avec des gens qui ont des moyens, des revenus très petits. Il y a un carouf, enfin il y a des gens qui vivent comme le tout un chacun moyen et par contre c'est hyper sécure, c'est-à-dire t'es môme, tu peux te balader partout parce qu'il y a des caméras partout, donc il t'arrive rien. Donc plutôt une enfance douce, très douce, secure. Tes parents étaient tu dis que tu as été bercée par la culture, raconte. Oui, parce qu'en fait j'ai une maman qui avait une fibre artistique très très développée, donc qui était folle de musique, de danse, de peinture, etc. Donc elle avait à cœur de me transmettre ça. Donc chez nous c'était la musique, mais en permanence, H24 le matin, bim, tu te réveilles, tu te couches le soir, c'est la musique, tac tac tac, ça danse. Mon père qui est parti très jeune, qui est tombé amoureux fou de l'Afrique, qui était plus africain que les Africains, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc il a fait plusieurs pays d'Afrique noire. Donc pareil, qui avait envie de me transmettre ça en me disant mais c'est superbe cette culture, ces gens, ces couleurs, ces odeurs, ces goûts. Donc voilà, donc j'étais vraiment baignée là-dedans, bercée par ça. Puis en ayant une maman africaine de fait, Donc, ouais. À partir de 3 ans, tu commences au conservatoire. Mais quoi, c'est ta maman? Parce qu'à 3 ans, c'est très très tôt. Tu as fait de la danse à partir de 3 ans. Oui, en fait, ma mère s'est dit, donc je te dis, elle avait cette fibre en elle. Et donc, elle avait envie que
j'essaie des choses et voir s'il y a des choses dans lesquelles je pouvais m'épanouir. Et il s'avère que donc, effectivement, elle m'a mis à la danse. Alors, c'est l'éveil musical, hein, on tape dans les mains, on fait tac, 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 tac. Mais voilà, j'ai tout de suite accroché avec ça. Et surtout, il y a une prof de danse, Annie d'Herbecourt, elle s'appelait, je me souviens de cette vieille dame, qui a dit à ma mère, mais elle est douée, cette petite. Alors, c'est peut-être les gènes, puisqu'on dit que les Africains ont le rythme dans le sang, paraît-il. Mais voilà, et du coup, voilà, donc très vite, c'est venu me chercher, tu vois, ça s'est emparé de moi pour plus jamais me quitter. Et le conservatoire avec le piano, le violoncelle, enfin, tu avais vraiment cette fibre artistique. Oui, faut croire. En tout cas, le violoncelle, tu sais, alors c'est une histoire un peu rigolote, c'est que moi, je voulais faire du piano, absolument. Okay. Sauf qu'il n'y avait pas de place dans les classes de piano, parce que tout le monde voulait faire du piano. Donc, on m'a dit, bon, il faut avoir une mention très bien en solfège et vous pourrez faire du piano. Donc, j'ai eu ma mention très bien. Bravo. Évidemment, tu parles, pas de place. Pas de place. Donc, on m'a dit, il faut choisir un autre instrument. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, le violoncelle, c'était le petit alto. Tu vois. Donc, j'ai dit, tiens, je veux faire ça, c'est pas mal et tout. J'arrive, je vois ce gros instrument, je me dis, merde, c'est pas ce que je pensais. Et le prof était hyper sympa, monsieur Delguetroïs, j'adorais ce bonhomme. Il m'a dit, tiens, si tu travailles bien, tu auras une sucette à chaque... Donc ça m'a motivée, j'ai dit, allez hop, j'y vais. Énorme. Comme quoi ça marque les professeurs, c'est incroyable. Oui. Comment les gens retiennent les noms des professeurs? S'ils savaient, il faut vraiment retenir ça, comment on trace parfois des chemins. Oui, parce que tu as des gens qui ont cette espèce de fougue et de passion et de ferveur à te transmettre, ce qui fait que tu les retiens. Alors, à contrario, t'en as aussi qui te disent « Ah, t'es nul » et c'est horrible parce que ça conditionne les gens. Alors qu'il y a des gens qui ont des vraies capacités manuelles ou machin. Et parce qu'il y a une personne qui va leur dire « Bah non, ils vont les mettre en échec. » Ça peut saccager un destin. Et je trouve ça dingue en fait. Et tu passais les mercredis après-midi au conservatoire. Tu jouais pas trop avec les enfants, c'est ça? Ouais, en fait, oui, il y a ce côté aussi évidemment où t'as moins le côté bande de copains, où tu te marres, etc., où t'es plus dans le travail. Donc, les gammes, les cours de danse, ouais. Et à quoi tu rêvais à ce moment-là? Tu savais que tu allais embrasser une carrière artistique? Pas du tout, je voulais être véto. Vétérinaire, tu aimais les animaux? Ouais. Et tu les aimes sûrement encore? Oui. Et alors, la danse, c'était une thérapie. Mais alors, comment ça a démarré tout ça? Raconte-moi quand est-ce que tu es arrivée à Paris? Alors, en fait, Paris, ça s'est fait parce que quand j'ai commencé ma formation de danse professionnelle, j'ai sympathisé avec une nana qui est ma meilleure amie d'enfance, d'ailleurs, Morgane, qui, elle, était une vraie Parisienne, la vraie de vraie. Et en fait... Donc, ça veut dire que tes études, tu te dis, je me lance en tant que danseuse professionnelle. Tu arrêtes les études? Alors ça, à partir de la 6e. Ouais. D'accord. En fait, à un moment donné, j'ai voulu fuir. En fait, j'étais tellement timide, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que je me sentais pas bien dans un cursus scolaire normal parce que j'avais peur des autres, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de parler devant les autres. Donc quand les profs m'interrogeaient, alors que j'étais une très bonne élève, hein, j'étais toujours première de ma classe, mais c'était ta timidité qui t'emportait. Ah ouais, j'avais une peur panique du regard des gens, et donc. Et du coup, t'avais quand même des copines, des copains? Pas tant que ça. J'étais plutôt une solitaire en fait. Et donc du coup, ouais, j'avais cette appréhension, j'avais la boule au ventre quand j'allais le matin à l'école en me disant oh là là, si on m'interroge et que je dois parler devant les autres, ça va être horrible et tout. Et en fait, la danse, ça a vraiment été une thérapie, c'est-à-dire que d'un coup, je me suis retrouvée avec des gens 24/24 qui aimaient la même chose que moi, qui étaient animés. Donc il n'y avait pas de jugement. T'étais dans je dansais toute la journée. Parce que t'avais l'impression qu'il y avait du jugement à l'école? Ouais. Sur quoi, par exemple? Sur la façon de s'exprimer, sur dès que tu faisais une erreur, les autres qui se marrent, qui se foutent un peu de toi. Et vraiment, c'était un truc, pour moi, c'était insurmontable. Tu te sentais différente? Vraiment, ouais. Mais déjà, je me sentais différente de par ce que je suis, parce que de fait, le métissage, je t'apprends rien, mais maintenant, c'est quelque chose de... Voilà, tous les enfants sont mélangés, quelle que soit l'origine. Mais à notre époque, c'était quelque chose qui était moins... Et puis alors à Monaco, encore moins. Ouais. Puis il y avait aussi ce truc d'étiquette. Les gens typés, les parents étaient les boys, entre guillemets, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui travaillaient dans les maisons en tant qu'intendant, chauffeur, etc. Donc il y avait ce truc-là. Et donc oui, je me sentais un peu, pas stigmatisée, mais... Tu vois. Ouais. Et la danse, ça t'a permis de trouver ton identité? Complètement. Et en 6e alors? Ouais, je suis rentrée en formation professionnelle à l'âge de 11 ans. Là, du coup, c'était le CNED, cours par correspondance. Waouh, elle était belle l'histoire. Plus de profs, plus de trucs, de gens qui te regardent. Très solitaire alors, Amanda, réellement? Oui, réellement, ouais, le travail. Solitaire, ok. Et alors? Mais par contre, une fois que j'étais dans l'école de danse, tu vois, là, c'était différent parce qu'on était une famille, en fait. C'était ma deuxième famille. Parce qu'on était tout le temps ensemble. Et tu as trouvé ta place? J'ai trouvé ma place, ouais. Et alors, du coup, tu es allée jusqu'où dans ce parcours?
Alors, j'ai fini ma formation professionnelle. Le seul truc, c'est que je me suis rendu compte, parce qu'on me dit toujours que j'étais une bonne interprète, mais j'étais une technicienne moyenne, tu vois. Et moi, je me rêvais danseuse étoile, quoi. Alors, je me suis dit, putain, c'est chiant, c'est vachement de sacrifice. Au fini, je vais me retrouver dans le corps de ballet, à trimer comme une malade, mais pour pas vraiment de reconnaissance. Je me suis dit, non. Mais c'était quoi, de la danse classique? Danse classique, ouais. Ah, moi, c'était une formation classique, donc très rigoureuse, très, tu vois, la le petit rigueur. chignon, le petit truc et tout. Alors, par contre, c'est génial parce que ça aide dans la vie après. Ça te structure à fond, même dans ta manière de travailler et tout. C'est fou quand même. Hein. Exactement. Ouais. La rigueur, l'organisation, la discipline. Chose qu'on a du mal à transmettre à nos enfants aujourd'hui. C'est vrai. Et alors, donc, tu arrêtes? Alors en fait, non, j'arrête pas. Mon amie donc qui est à Paris, Morgane, me dit mais viens et tout parce qu'elle était rentrée donc du coup sur Paris. Elle me dit mais tu vas danser sur des plateaux et tout. Moi je danse derrière des chanteurs et tout, sur des plateaux télé, mais c'est génial et tout. Je fais ouais non, je sais pas trop. Bon. Et là, t'as quel âge? Alors là j'avais 17 piges. Ouais, toute jeune. Ouais. Et puis je me dis ouais. Alors elle me dit non mais viens, tu viens à la maison, tu viens en week-end. Tu verras, Paris, c'est génial et tout. Moi, Paris, ça me faisait peur au départ. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire à Paris? Je connais pas, je vais être perdue, la petite provinciale, tu vois. Et en fait, non, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, donc, t'es venue en week-end? Ouais, au départ, ouais. Au départ, je suis venue en week-end voir ma copine. Et puis finalement, ça s'est transformé petit à petit. Parce que du coup, j'avais un endroit où crécher. Ouais. Et tes parents, ils t'avaient laissé sans problème partir? Moi, j'avais plus ma maman déjà, parce que j'ai perdu ma maman tôt. Mais mon père, non, mon père, il avait un peu quand même les chocottes. Hein. Il s'est dit, oulala, là, là, et tout. Mais quand même. Te laisser, il avait confiance. Oui. Et alors là, les rencontres à Paris, c'est ça qui est hyper incroyable dans ton parcours de vie. C'est la chance et les rencontres. Quand on te voit là, tu es si belle et non mais c'est gentil. On imagine qu'on peut te croiser et avoir envie de se retourner sur toi, mais parle-nous de ta première rencontre à Paris. Alors la première rencontre, c'est Brice Campagnon qui est mon ami et que j'aime par-dessus tout, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Brice Campagnon qui faisait les castings pour Benetton, Gap et tout ça, mais Monde. Et bon, je vois un mec arriver vers moi, tu vois, qui me dit dans la rue. Le fameux casting sauvage qui se fait moins maintenant. Mais à l'époque, c'était le truc. On t'a arrêté dans la rue. Ouais. Et ce mec était absolument génial, mais il vient me voir et puis il me dit, toi, t'as une tronche à faire Benetton et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce que c'est? Et puis moi, je pensais que c'était un plan drague, tu vois. Je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, compte pas du tout. Et en fait, en l'espace d'une semaine, je me suis retrouvée, il est donc évidemment très sérieux, et je me suis retrouvée en Italie à shooter avec Olivero Toscani, qui était le grand photographe. Et je deviens un des visages Benetton, tu sais, les grands visages. Mais je me souviens très bien de cette image. En plus des affichages de dingue partout dans Paris. Je m'en souviens très bien. Et c'est fou, quoi. Et je me dis, mais je rêve, enfin, c'est quoi ce truc? C'est incroyable, enfin. Moi, qui arrive de nulle part, qui connaît personne, et tout à coup, il me tombe ça dessus. Enfin, c'était magique, quoi. Et il y a une autre fois, dans la rue, encore une fois, où carrément, c'est l'agence Elite qui t'arrête. Ouais, un mec qui s'appelait Stéphane Pessimoro. Donc, je sais pas s'il travaille encore chez Elite. Pareil, le mec, il vient et tout. Voilà, on voudrait que vous fassiez le concours Elite. Tu vois, genre, mon père, no way. Ça n'arrivera jamais. Non, laissez-la tranquille. Et en fait, c'est pareil. Il me dit, non, mais on fait des sélections dans toute la France, mais vous, si vous êtes OK, vous allez d'office à la finale parisienne. Incroyable. Et tu l'as fait au final? Et je l'ai fait. Bon, j'ai pas gagné, évidemment, tu t'en doutes. Ah bah non, je m'en doute pas du tout. Tu es d'une rare beauté. Mais alors, du coup, est-ce que tu le prends au sérieux, ce job de mannequin? Pas vraiment, non. Honnêtement, je me dis que j'ai une chance inouïe. Ça, ce qui est assez fabuleux dans ce monde-là, c'est que du coup, tu es amené à rencontrer des gens que tu rencontrerais probablement jamais en venant d'un milieu qui n'a rien à voir. Donc c'est ça qui est dingue. Et ce qui est chouette avec toi, c'est que finalement, parce que souvent on a ce désir, cette envie, cette détermination, toi c'est la chance, c'est vraiment les rencontres. Ouais, franchement. C'était ton chemin. Ouais, merci la vie, quoi. Parce que là, pour le coup... Et ce qui est joli dans ton histoire aussi, c'est que cette timidité exacerbée à l'école par rapport à ton physique, t'arrives à Paris et ton physique fait qu'on t'ouvre le tapis rouge. Ouais. C'est joli et paradoxal. C'est vrai que maintenant que tu le dis, non mais c'est vrai que c'est étonnant. Mais je crois que ça m'a aussi permis, tu sais, de prendre une revanche sur les gens parce que, tu vois, ce truc de raillerie, de moquerie que je ressentais très fort à une époque,
Bah là, d'un seul coup, ça m'a donné une espèce de forme de légitimité. On n'est jamais légitime, vraiment, mais tu vois. De puissance. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, lui, là, qui se moquait de moi. Et finalement, la rancœur ou se venger, on en parlait avec Jordan Deluxe hier, finalement, ça peut être un moteur parfois. Ah oui. Même certaines personnes vont te dire, c'est pas très noble comme sentiment, mais si, parfois, c'est un moteur. Oui, puis c'est hyper humain, en fait. Enfin, je crois que, en fait, peut-être qu'on pourrait appeler ça la résilience. On va appeler ça la résilience. Oui, je préfère. Ouais, t'as raison. Oui, parce que c'est un truc de revanche positive. Voilà. Pas un truc où tu vas chercher à nuire aux autres, quoi. Donc, oui. Et ce qui est joli, c'est que tu continues les études. Oui, merci le CNED. Ça, c'est quand même assez fabuleux pour les gens, parce qu'il y a plein de gens qui finalement sont, je pense, comme moi, qui aiment pas les profs, qui aiment pas le fait d'être interrogés, qui ont ce rapport à l'autorité qui peut être qui les bloque en fait, qui les enferme, qui ont peur des examens. Et le CNED pour ça c'est génial quoi, parce que tu te gères, donc tu travailles à ton rythme. Alors après il faut quand même, parce que tu as des dates butoirs. Il faut avoir une fameuse rigueur, celle-là même que tu as appris en danse classique. Oui, mais tu sais, moi je travaillais dans l'urgence quand même, c'est-à-dire que j'étais plutôt dernière minute. Ouais, je suis plus efficace. Ouais. Je connais. Donc finalement, tu te dis, je continue les études, on ne sait jamais, je préfère être à l'abri. Oui, parce que, alors ça c'est merci maman, paix à son âme, mais elle m'a dit quand même, ma fille, t'es pas à l'abri d'une blessure, et donc tu vas faire quoi dans ta vie après si t'as pas un minimum de bagages. Et toujours dans cette idée d'être vétérinaire? Ouais, bah tu vois, c'était un truc, tu dis ça, c'est un vrai métier, j'aime pas dire ça parce que voilà, les métiers qu'on fait sont des vrais métiers évidemment. Mais tu vois, pareil, les gens ont une image galvaudée, c'est-à-dire ils disent ouais, bah eux ils s'amusent, c'est que la fête, alors que ils imaginent pas la somme de travail, qu'il y a derrière ce que tu es en train de faire là, un podcast, de la prépa, le truc. Enfin, c'est pas du tout, c'est génial parce que c'est quelque chose qu'on fait avec notre cœur, avec nos tripes, avec notre âme, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Ça, il faut pas que les gens oublient ça, tu vois, parce qu'on est quand même dans une société où on conditionne maintenant les jeunes en leur faisant oh bah t'as un beau physique donc ça va tout faire ça va être facile. Mais non en fait, non pas du tout. Mettons l'accent sur la formation et le travail. Ouais. Comment arrive la télévision? Alors là c'est la télé. Étonnant. Ouais, en fait la télé, il y a eu une petite phase où j'étais encore j'étais même pas majeure, mais parce qu'à l'époque de Monaco, parce qu'il y avait TMC qui avait son siège à ce moment-là à Monaco. Et il y avait une super animatrice qui s'appelait Isis, une très belle rousse, etc., qui faisait une émission pour les gosses. Et il fallait un espèce de trublion, un petit clown, tu vois, qui soit là. Donc, on est venu me chercher là-dessus. Donc, encore une fois, on vient te chercher. Ouais. Et moi, ça m'a éclaté de faire ça, franchement. Mais par quel biais on venait te chercher? Tu étais en agence? C'était quoi? Alors oui, parce que j'ai en fait une copine qui faisait un peu, c'était une enfant de pub. D'accord. Elle faisait plein de trucs, etc. Puis elle m'a dit, tu connais pas une femme qui s'appelle Patricia Stark à Nice, qui était une nana super, qui s'occupait d'enfants. Et elle me dit, tu devrais peut-être t'inscrire, enfin, tu vois. J'ai dit non, je sais pas trop. Et en fait, c'est par le biais de cette dame, en fait, qui avait eu vent de ce... Enfin, c'était pas vraiment un casting, mais il cherchait un petit visage sympa pour incarner ces trucs de gosse, quoi. Et il voulait quelqu'un de typé. D'accord. Donc voilà, donc c'est tombé sur ma pomme. Donc encore une fois, un coup de bol, ouais, je crois. Et alors là, ça commence. Tu découvres la télé. Ça t'a plu? Oui, j'ai trouvé ça fun, mais parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Enfin, tu vois, c'était un moment, c'est pas ce que c'est devenu ensuite, tu vois. Ouais. Et alors, comment tu y viens à ça? Comment tu débarques à M6, toute fraîche, toute belle? Tu animes la météo? Est-ce que par où tu es passée? Mais là, encore une fois, si tu parles de ces rencontres, mais c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, donc quand je faisais un peu de mannequinat, j'avais besoin de me faire des sous, t'imagines bien. Je me retrouve mannequin cabine. Alors les mannequins cabine, c'est ceux qui essayent les fringues, tu les vois jamais, mais bon. Chez Kenzo. Et là, il y a une nana qui s'appelle Emma, qui devient une copine, parce qu'on travaille tous les jours ensemble, donc voilà. Et elle me dit, tu sais, je bosse pour M6, nanana, et ils veulent, je fais la météo, et ils voudraient une nana un peu typée, peut-être un coup fin. Je fais, ouais, ok, super. Toujours dans mon truc de me dire, je ne veux pas qu'on me voit. Moi, l'image, moi, je voulais faire comme toi, là. Tu vois ce que tu es en train de faire, le podcast, la radio. Moi, je me dis, tout passe par la voix, on s'en fout de la gueule que t'as, t'es vieux, t'es moche, t'es gros, on s'en fout, tu vois. Mais c'est vachement intéressant quand on t'entend, parce que ce physique qui a fait que tu étais si timide, puis après, te donne cette chance, et ça t'a amené une grande chance, finalement. Oui, franchement, oui, on va pas se mentir, c'est vrai. Hein, Après, tu sais, on se perçoit jamais vraiment comme on est. C'est-à-dire que moi, ça me surprend toujours. Puis bon, tu vois, là, maintenant, quand t'es très jeune, t'es peut-être plus axé sur ton physique. Moi, maintenant, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Ouais. Bon, le temps passe et tout. Mais et donc, elle te dit,
on cherche pour la Miss Météo oui, voilà. une fille typée comme toi. Exactement. Donc elle me dit, toi, tu veux pas aller faire le casting et tout? Je dis oui, pourquoi pas. Ça peut être drôle. Mais j'y vais, mais sans aucune conviction et en me disant, ils me prendront jamais. J'arrive dans un parking. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? M6 reçoit dans un parking. Je suis bourrée d'endroits. C'est quoi ce truc? Et on me dit, non, la régie, elle est là-bas. Okay. Donc voilà, donc je vais. Effectivement, il y a une porte. Et derrière, tu as donc un green, quoi, un panneau vert avec tout ce qu'il faut. Et on me dit, tu sais lire un prompteur? Je dis, non, enfin, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça. Ok, bon, bah, donc tu te mets sur le green, puis voilà, tu vas montrer. Donc, j'avais l'air d'une cruche, enfin, tu vois, parce que je savais pas où il fallait que je montre. C'était improbable comme truc. Et puis, voilà, je passe mon test. Et concrètement, ça se passe, en fait. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'on me dit quand même un truc qui aurait dû me faire reculer. Parce qu'on me dit, bon, t'es noir, mais t'es pas trop foncé, t'as pas des traits trop négroïdes, donc ça va le faire. Ok. Tu vois, donc là, moi, de base, avec mon caractère en plus qui est un peu pourri, on va dire, ça aurait dû me mettre un stop. Hein. Et puis finalement, je me suis dit, bon, j'y vais quand même. Mais je me suis dit, c'est quand même dingue qu'on veuille quelqu'un de typé, mais en même temps, on te dit, c'est la vache qui rit, quoi. C'est clair. Tu vois, voilà, pas de... On connaît, mais là, on est en train de parler dans les années quoi c'est les années... On est début 2000. Années 2000. Donc encore le 2004, casting était 2004. encore un peu grossier et c'était même une mode de mal parler aux gens. Mais explique-moi, parce que lire un prompteur, passer un casting... comment tu te sentais? Parce que combien de femmes passent un casting, ratent, tremblent, sont mal, alors que c'était un désir. Toi, tu y vas cool, sans trop y croire. Mais du coup, il y a le talent qui est là. Tu es faite pour ça? Je sais pas s'il y a le talent. Je crois vraiment que, tu sais, quand tu te mets trop de pression, parce que tu veux tellement un truc ardemment, tu te mets une pression maximale. Donc, tu n'es pas vraiment toi-même et tu n'es pas naturel. Or que quand tu es dans un truc où tu dis, ok, il n'y a pas d'enjeu, ça me plaît, je vais le faire. Mais dans la vie... Au pire, je rate et il ne se passe rien. Voilà. Et au mieux, ça marche. Et le fait est que quand même, dans la vie, on est tous passés par là, tu tombes, tu te relèves. Et c'est aussi ça qui fait ta force et c'est aussi ça qui fait un peu tes aspérités et ta particularité. Donc, il ne faut pas le vivre comme un échec. Quand tu réussis pas, c'est juste, ok, j'ai vécu une expérience et cette expérience, ça va me servir parce que la prochaine fois, je saurai que je vais faire ça comme ça, je vais être plus détendue là. Et en fait, le fait de ne pas mettre d'enjeu, je crois que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que toutes les fois où je me suis dit, ouais, ça va pas marcher ce truc, c'est là où ça fonctionne. Et toutes les fois où vraiment je me suis mis une pression maximale, c'est là où je me suis heurtée à un mur, alors que pourtant, j'étais préparée, j'avais travaillé, préparé le truc à fond. Donc, je crois que ça réside pas vraiment. Alors, c'est aussi une question de timing, je pense, effectivement. C'est une question de timing, mais je suis sûre que ce casting M6, il y avait plein d'autres filles. Ah, je pense qu'il y a plein de filles qui vont rêver d'être à ma place, c'est évident. Et c'est toi qu'on a choisi. Ouais, alors c'est fou. Ensuite, comment t'as vécu ces années? En fait, maintenant, les filles qui font la météo M6, il y a vraiment un truc, elles ont une vraie formation météorologique et tout. Nous, à notre époque, il y avait un côté, tu sais, un peu midinette, on va dire ça comme ça. Okay. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu vite envie de me détacher de ça. Parce que comme je suis un peu une fille garçon manqué, je voulais pas qu'on me colle une étiquette de la plante verte, quoi. Okay. Mais t'avais pris goût et t'avais envie d'être animatrice, présentatrice. Oui, parce qu'en fait, c'était un exercice comme... C'est pas facile, hein, les gens s'imaginent que, mais être sur un green, montrer des trucs et tout, faut gérer ses gestes. Il y a des écoles maintenant pour ça. Oui, c'est une formation même. Complètement. Donc franchement, moi, je respecte les gens qui font la météo parce que c'est vraiment pas facile. C'est un vrai métier, mais ça m'a appris effectivement beaucoup de choses parce que être capable d'être naturel, montrer un truc en même temps, de parler, de lire un prompteur, c'est une vraie école, quoi. C'est un vrai exercice. Ah oui, vraiment. Et après, ça s'enchaîne. TV5 Monde, puis France Télévisions. On te voit sur France 4, France 3, France 2. C'est fou quand même. Encore une fois, des rencontres. Mais attendez, ceux qui nous écoutent, on le dit tout le temps. Il faut aller chercher sa chance. Oui. Il faut travailler. Mais toi, je sais même pas si on peut dire que tu as été opportuniste. Je crois pas. Les gens sont venus à toi. Non, en fait, je crois que tu viens de dire un truc hyper important. Il faut aller chercher sa chance. Ça, c'est vrai. Parce que si tu n'agis pas, encore une fois, si t'es pas dans le mouvement et dans l'action, il se passe rien. Alors, tu as commencé par ça. Oui. Ça, c'est très joli. D'être dans l'action, ce mouvement qui amène une énergie, c'est parce que toi, on te proposait un casting, t'y allais. Donc ça, déjà, c'est saisir sa Mais complètement, sa chance. En fait, votre devise, elle est géniale. Oser. C'est vrai. Parce que tu risques rien. C'est-à-dire, ta vie, elle est comme elle est. T'y vas, ça marche pas, ça change rien à ta life. En revanche, tu oses, t'y vas et il se passe un truc, mais c'est fabuleux. Et en général, quand il se passe un truc, il y a d'autres choses qui en découlent. Et même quand t'es dans l'action, même si ça marche pas,
t'as agi et dans la matière, il se passe des choses. C'est-à-dire que dans l'invisible, il se passe quand même des choses parce que tu es en mouvement permanent. Et tant que tu restes dans cette énergie de désir et d'envie positive, il va se passer un truc. C'est obligé, en fait. Alors, des fois, ça prend du temps et je sais que ça décourage parce que c'est ça aussi. Mais il faut jamais. En fait, c'est tellement ça. Il faut jamais abandonner ses rêves. Il faut jamais abandonner. Faut y croire. Et même quand c'est difficile, même moi, le nombre de fois, j'ai eu envie de baisser les bras, putain. Ah ouais. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais. Mais Amanda, justement, lorsque tu es Miss Météo et que là, ça y est, c'est défini dans ta tête. Tu veux faire de la télé. Alors non, je veux toujours pas. Je veux faire de l'animation radio. Je me dis peut-être que c'est une porte pour aller chercher des gens qui sont dans la radio et qui vont me donner cette opportunité. Et c'est juste que derrière, on me propose que des choses à l'image. Donc, je sais... Comme France Télévisions qui cherchait des nouveaux visages. Et tu as passé encore une fois le casting. Ouais, là, du coup, voilà, je me suis dit, tiens, alors ils nous ont dit d'écrire ce qu'on voulait. Moi, j'ai écrit une chronique cinéma parce que c'était un truc qui me passionnait. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant écrire sur quelque chose que tu connais. Enfin, tu connais, tout est relatif, mais... Et ça n'a pas marché pour la chronique cinéma. Ils ont pris Louis Gilly, qui est un super copain qui était au Comedy Club, qui est un humoriste que j'adore. Mais par contre, ils m'ont dit, attends, bouge pas, toi. Reste là. Donc j'ai attendu pendant 1 heure. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? On me fait monter dans les étages. Là, je tombe sur Sandrine Roustan, qui était la patronne de France 4 à l'époque. Incroyable. Et qui me dit, vous voulez bosser pour nous ? J'ai dit, ouais. Bon, alors le cinéma, ça va pas le faire. Par contre, là, on cherche quelqu'un pour incarner les soirées spectacles en direct, donc Avignon, le Montreux Comédie Festival, etc. Et on veut pas quelqu'un qui ait des tics d'animation, en fait. On veut quelqu'un de spontané. Et voilà, vous êtes aussi comédienne, donc est-ce que ça vous branche ? Moi, j'étais là, genre, attends, j'ai bien entendu, non. C'était Isabelle Laillé qui gérait ce pôle-là, divertissement. Vous êtes déjà comédienne. Elle te dit, vous êtes aussi comédienne, parce que tu l'étais déjà, Je l'étais déjà, ouais. Ah, ok, très bien. Et du coup, voilà. Et donc, et je dis, ouais, bingo, enfin, on y va, quoi, ok. Mais je me dis, mais dans quoi je m'embarque et tout ? Qu'est-ce que je vais devoir faire et tout. Et voilà, parce que c'était du direct, t'imagines, le direct. Enfin, je t'apprends rien, tu sais ce que c'est, mais... Moi, tu vois, autant enregistrer un truc, c'est une chose, mais en direct, putain, ça fout la pression. C'est autre chose. Mais alors, du coup, là, tu étais déjà comédienne. Oui. C'est en 2009 que tu t'es initiée au théâtre. Oui. Raconte-nous, justement. Ça, alors, c'est pareil. Papa, c'est ça Mais en fait, je me prédestinais pas non plus à ça. Mais en fait, je pars en vacances chez papa. J'arrive à Nice, à l'aéroport de Nice. Je pose le pied, on m'appelle, on me dit... Oui, alors là, vous étiez pressenti pour un casting et vous êtes booké. C'était pour une pub pour Carouf, je crois. Enfin, un truc, voilà, bon. Il fallait que je reparte tout de suite dans l'autre sens parce que c'était le lendemain. Ok. Mon père me dit, attends, ma fille, t'y vas. Hein, c'est pas grave. Hop, je te ramène à l'aéroport. Bim. On y va. Donc, je retourne à l'aéroport. Je prends un billet d'avion. Je m'assieds dans l'avion à côté d'un petit bonhomme. Il y avait une blonde sculpturale à côté de lui et tout. Je la voyais, elle regardait par-dessus son épaule. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et le mec était hyper drôle. L'hôtesse vient, elle lui dit monsieur, fermez votre ordinateur s'il vous plaît. Donc il me dit ouais, pas sympa, tout ça. Il lui fait son ordi. Et puis il me dit vous faites quoi dans la vie ? Alors je dis alors j'explique un petit peu. Il me dit je peux vous faire écouter un truc. Il me fait écouter de la musique. Je dis j'adore, ça me fait penser à Rhapsody in Blue, Gershwin. Il me dit mais vous aimez la musique ? Je fais ouais. Il me dit bon écoutez, je suis peut-être votre chance. Je dis Il me dit voilà, je compose des symphonies, je suis auteur de pièces de théâtre, j'ai réalisé des films et tout. Je me dis c'est quoi ce mytho ? Bon. On sort de l'avion, il me dit prenez mon numéro de téléphone, il me tend un papier, je me casse, j'appelle mon père, je lui dis papa, écoute, il s'est passé un truc de dingue, je lui raconte l'histoire. Ouais. Il me dit écoute ma fille, de 2 choses une, soit ce mec est vraiment sérieux et peut-être que c'est vraiment ta chance, soit c'est un gros mytho qui en veut qu'à tes fesses, et t'es une grande fille, tu l'enverras bouler. Bon, je me dis ok, je rappelle le mec 3 semaines après, c'était pas du tout un mytho. Il me dit écoutez, je suis en train de préparer une pièce, le metteur en scène auditionne des comédiens en ce moment parce que la comédienne principale ne peut pas faire toutes les représentations. Donc, si vous voulez, passez l'audition. Il m'envoie le texte. J'y vais, mais pareil, en me disant jamais de la vie ils vont me prendre. En fait, c'est ça qui est super dans ton parcours. Et contre toute attente, le metteur en scène me choisit, quoi. C'est-à-dire, j'y vais, je fais une demi-heure de trucs. Il me dit c'est bon, je me casse. 1 heure après, il m'appelle, il me dit bon, c'est bon. Hein. Et là, je me dis mais dans quoi tu t'es embarqué, en fait ? Mais alors, du coup, lorsque tu décroches ce rôle, théâtre, etc., comment tu prends en main les choses après ? Est-ce que tu te formes, tu prends des cours de théâtre ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Quand on te dit tu pars en direct à la télévision, comment tu reçois ce truc ? Quand tu acceptes, qu'est-ce que tu en fais ? Alors, en l'occurrence, la télé, j'y suis vraiment allée sans filet. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais le faire, c'est tout.
je vais le faire. Je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Surtout quand t'avais dit avec ta personnalité, on veut une nana spontanée comme toi. C'est ça, et je me suis dit, bon, je vais essayer d'être moi, et puis si ça passe, ça passe, si ça passe pas, voilà, tu vois. Donc là, il n'y a pas vraiment eu de méthodologie. Alors après, il y avait cette femme, Isabelle Laillé, qui était là et qui supervisait le tout, et qui me drivait quand même. Ok. En revanche, pour le théâtre, j'ai bossé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des répétitions de 10h à 18h, et moi, de 18h à 2h du matin, je travaillais. Je travaillais. Donc, ouais, oui. Parce que je me suis dit, oh là là, je travaille avec des comédiens qui sont chevronnés, je peux pas être en dessous. Il faut que je sois à la hauteur du challenge qui m'est donné, tu vois. Ouais. Et donc, le metteur en scène m'a donné des pistes de travail en me disant, tu dois faire ça, 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 ça et ça. Et je restais au studio jusqu'à vraiment 1h, 2h du matin, tous les jours pour travailler. Et évidemment, j'étais en dessous d'eux parce qu'ils avaient l'habitude. Mais quand même, j'ai réussi à donner le change parce que, il y avait ce truc de... Et là, la danse m'a beaucoup servi, justement. Parce que dans la façon de structurer ma manière de bosser, en me disant, OK, je compartimente. Donc là, il m'a dit de faire ça, je vais commencer par ça. Et je vais le faire et le refaire et répéter pour bien que ça rentre dans ma tête, parce qu'il fallait apprendre le texte aussi. Et la danse et la musique m'ont beaucoup aidé là-dessus. Parce que c'est une vraie gymnastique du cerveau, tu vois. Donc, Et à ce moment-là, tu arborais déjà ton afro ? Alors non. Justement, quand j'ai commencé en télé, on m'a clairement fait comprendre que typé, mais pas trop. Donc il fallait que j'ai les cheveux lisses, défrisés, et que je sois le plus européanisé possible. Et là, on est dans quelle année ? 2000, pareil ? 2004. 2004, il y a 20 ans. 2004-2005. Et... T'étais une des premières femmes noires à la télévision ? Non, il y en avait déjà d'autres. Il y en avait déjà eu d'autres. Hein. Karine Le Marchand était déjà là. Il y avait Elisabeth Chungui. Ouais. Mais il y en avait pas. Je crois qu'il y avait que ces deux-là, en fait, en vrai. Et Aline Afanokoué aussi, peut-être. Mais voilà, en tout cas, vraiment, les deux références, c'était Elisabeth et Babette de Rosière dans la partie cuisine. Ouais. Non, mais bon, voilà. C'est bien. On l'adore. Et en fait, oui, les cheveux lisses, il faut être européanisé au maximum, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Je suis une femme noire. Mes cheveux sont crépus, mes cheveux sont frisés. Pourquoi je suis là en train de présenter quelqu'un qui n'est pas moi ? Et un jour, j'ai osé. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais être vraiment moi-même, mais jusqu'au bout de mes ongles, en fait. Et on verra bien, ça passe ou ça casse, encore une fois. Et les réactions au départ ont été très particulières. Hein. Donc là, tu as fait ça il y a combien d'années ? Parce que là, c'est la grande mode. L'afro, là, tout le monde l'arbore. On a lancé une ligne de casquettes spéciale afro, je ne sais pas si tu as vu. J'ai vu. Et les hommes, les femmes, totalement assumés. Et c'est formidable. C'est génial. Mais là, toi, quand tu as commencé à faire ça, c'était il y a combien d'années ? Quand j'ai commencé à arborer mon afro, c'était genre 2006-2007. Ok. Et honnêtement... les réactions étaient vraiment, tu vois, mais genre, j'ai eu des réflexions de techniciens qui me disaient, mais c'est quoi ces cheveux ? J'ai dit, c'est mes cheveux en fait, voilà. Et puis il va falloir vous habituer parce que ça va plus changer. Et je suis assez fière de ça en fait, parce que je me dis que j'ai ouvert une brèche pour les jeunes femmes, justement, aujourd'hui, toutes les gamines de 20 ans, elles assument complètement, elles sont belles, elles sont là, elles sont nature. Et, c'est mode même. Et c'est même, ouais, c'est ça, c'est même mode. Voilà, et donc, mais c'était pas facile au départ, vraiment, parce que j'ai des réflexions pas sympas, j'en ai quand même reçu un certain nombre. Quand tu dis qu'il y a eu plein de fois où tu as pensé lâcher l'affaire, quels ont été les moments les plus douloureux dans ta carrière ? Il y en a eu beaucoup, mais je dirais, en fait, t'as des phases où tu as des grosses traversées du désert, en fait. Où d'un seul coup, les gens qui étaient là à côté de toi, presque à te passer la crème, ils disparaissent complètement, ils te voient sur un trottoir, ils te disent plus bonjour, ils te connaissent plus en fait. C'est terrible. Et ça, c'est vraiment dur. Nos invités parlent souvent de trahison, Oui, parce que humainement, c'est rude. C'est-à-dire que, alors après, ça dépend du tempérament de chacun. Il y a des gens qui s'en foutent en fait et qui tracent leur route, qui se disent, ils sont pas dans l'affect. Moi, c'est vrai que j'ai ce tempérament-là. Donc, tu sais, quand je suis arrivée, j'étais en mode, tu sais, les petits oiseaux cuits, les bisounours, quoi. Et puis, dans ce métier-là, tout le monde se tutoie. Donc, il y a ce côté très familier où tu as l'impression que les gens sont tes potes, en fait. Ouais. Et tu te rends compte qu'en fait, non. En fait, non, ils sont très peu à être tes potes. Et du coup, ça fait mal, quoi. Parce que toi, tu donnes des choses aux gens en pensant qu'ils sont sincères avec toi. Et en fait, ils ne le sont pas. Et en fait, la partie de toi qu'ils aiment, c'est ce que tu représentes et pas ce que tu es intrinsèquement parlant.
Et du coup, c'est difficile de faire la part des choses quand tu es un individu. Et d'ailleurs, c'est ça aussi, les jeunes gens qui font des castings. J'ai envie de leur dire, mais d'un point de vue affect, ne vous impliquez pas trop. Parce que il faut faire la part des choses entre ce que la personne que vous allez représenter dans le casting et dans ce que vous voulez faire en tant que chanteur, danseur, designer, que sais-je. Et la partie, l'humain que vous êtes. C'est vraiment deux choses bien distinctes. Et on a tendance à pas faire le distinguo entre les deux, tu vois, souvent. Et quand tu es très jeune, c'est dur, en fait, de faire... Quand tu avances en âge, là, oui, tu arrives à faire la part des choses. Mais quand tu es très jeune, non. Amanda Scott, où est-ce que tu es le plus heureuse? Comédienne? C'est marrant, cette question revient. En fait, moi, j'aime tout faire. J'aime vraiment tout faire. Et je trouve que tout ce que je fais est complémentaire. Et même, tu vois, aujourd'hui, je me dis, j'adorerais promouvoir des jeunes artistes. Parce que je vois des gens, ils ont du talent, mais à revendre, ils sont beaux, ils ont tout. Mais vraiment tout. Les jeunes générations, ils sont vraiment top, quoi. Ouais. Il y a vraiment des gens mais c'est incroyable. Ils savent tout faire. Enfin, Et on ose la singularité. Moi, c'est ce que j'aime chez les 20 ans, là. Ouais. Ils sont hyper créatifs. Mais vraiment, c'est génial. Moi, ça m'épate, ils me bluffent. Je me dis, waouh, mais moi, à 20 ans, je n'étais pas comme ça, quoi. Ça revient toujours, ça. Tu as toujours envie d'être dans l'ombre et t'occuper des autres. Est-ce que tu t'en rends compte? Et c'est pour ça que tes programmes de voyage, c'était hyper intéressant parce que tu te mets au service de l'autre et tu mets en lumière les cultures incroyablement bien. Tu t'intéresses aux autres, en fait. Mais c'est ça qui est enrichissant, c'est merveilleux. L'autre, en fait, c'est soi, d'une certaine manière, parce que il y a toujours un effet miroir chez les gens quand tu les regardes vivre, même de cultures différentes. Tu retrouves toujours on est tous reliés les uns aux autres, en fait. Les gens ne le comprennent pas, ça. Et d'ailleurs, j'aime bien aller sur des gros événements qui fédèrent les gens. Tout à coup, il n'y a plus d'histoire de race, d'origine, de culture. D'un coup, tu vois, et ça, c'est fabuleux. Et c'est vrai que finalement, moi, je suis riche des autres. Et ça me permet aussi, moi, en tant qu'individu, alors, par exemple, dans la partie comédienne, ça me sert parce que du coup, je me dis, tiens, oui, cette femme, cet homme que j'ai croisé, cette jeune femme, ce jeune homme, tu vois, tu te nourris de ça. Mais quand tu dis j'aimerais promouvoir les jeunes, comment tu l'envisages? Tu vois, faire du développement d'artistes, c'est un truc que j'adorais faire. Je trouve ça génial parce que du développement d'image, tu vois, dire à une personne, ce que tu fais, c'est fabuleux, mais regarde, on pourrait imaginer les choses comme ça, ou faire de la mise en relation, ça aussi, c'est fabuleux. Et par rapport à ton expérience à toi, t'en as beaucoup des choses. Et alors, ton plus beau souvenir professionnel, c'est quoi? Il y en a beaucoup. J'ai envie de dire que, parce que j'ai travaillé avec des gens qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup appris dans les deux sens. Mon plus beau souvenir... Je sais pas, parce que vraiment, tu vois, quand il y a eu les artistes que j'ai croisés et dont j'ai fait les interviews, il y en a qui m'ont fait pleurer, il y en a qui m'ont touchée. Alors, je peux pas en choisir un plutôt qu'un autre parce que vraiment, il y a eu des choses extrêmement... Une rencontre marquante. Alors, il y a une petite jeune femme qui s'appelle Constance, je sais pas si tu te souviens, c'était une jeune femme aveugle, je crois qu'elle avait fait The Voice ou un truc comme ça. Ouais. Cette gamine, elle est venue me chercher dans mes tripes, quoi. Elle est venue sur le plateau. Elle a chanté, je me suis effondrée, je ne sais pas pour quelle raison, c'est venu résonner chez moi. Elle m'a vraiment, je sais pas, il y avait une humanité et en même temps, il y a quelque chose de très pur chez elle, tu vois, un truc qui t'emmenait vers autre chose. Ouais, mais je sais pas, tu vois, j'ai eu Chantal là-dessous, je me suis fendu la poire, mais comme jamais. Enfin, tu vois, elle est complètement barrée, cette femme, j'ai adoré. Elle est partie en live et tout, elle a refait le truc. Enfin, il y a des auteurs que j'ai adoré. Enfin, tu vois, ce Raffi Chart avec qui j'ai travaillé donc sur cette pièce, ma première pièce de théâtre. Ce monsieur rencontré dans l'avion, elle est absolument folle, cette histoire. Tu vois, le mec, il a cru en moi. Enfin, tu vois, je me dis, mais quelle belle rencontre, enfin, quelle chance. Amanda, cette bienveillance et ce souci de l'autre, tu le mets au service de deux associations. Ta notoriété, tu la mets au service de deux associations. Tu peux nous en parler ? Ah oui, avec beaucoup de plaisir. En fait, effectivement, je suis marraine de VML. Alors VML, c'est une association, ça s'appelle Vaincre les maladies lysosomales. Ce sont des maladies rares, donc qui touchent essentiellement des enfants, mais ça peut aussi être des adultes. En fait, j'ai fait le Téléthon quand même pendant pas mal d'années. Il se trouve qu'une année, il y avait une famille ambassadrice qui avait un petit bout de chou qui s'appelle Ilan, qui avait 3 ans à l'époque, un enfant qui est condamné, qui a une maladie qui s'appelle la Sanfilippo, et je suis tombée en amour de cet enfant. J'ai eu ce gosse, il était extraordinaire, mais vraiment, et donc les parents sont devenus des potes. D'accord. C'était la première fois dans l'histoire c'est la
présidente justement de la FM qui m'a dit c'est la première fois qu'un animateur voilà. Je dis écoutez, on est des humains avant tout, donc voilà, on fait un métier ça définit pas qui on est. Et voilà, et donc Sandrine et Eric sont donc les parents d'Ilan. Et ils m'ont dit, voilà, on a cette association. Qui s'appelle VML. VML. Voilà. VML, et évidemment, c'était une évidence pour moi de faire quelque chose, de prendre part à leur combat. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, ils m'ont dit, tu peux devenir marraine. Et à cet égard, du coup, je fais tous les ans les week-ends des familles. Donc, en fait, pendant 3 jours, les familles viennent décharger leur fardeau parce que c'est pas facile d'avoir un enfant malade. Et souvent, c'est des fratries, donc il y a des enfants qui sont en très bonne santé. Et voilà, les parents, c'est très lourd au quotidien, au niveau médical, mais au niveau à tout point de vue, quoi. Et donc là, ils sont accompagnés. Il y a des gens qui sont là, ce sont des jeunes étudiants en médecine qui encadrent les enfants. Et les parents peuvent se poser. Il y a des professionnels qui leur donnent aussi donc, des conseils, qui leur expliquent un petit peu les avancées au niveau de la recherche. Donc voilà, et puis quand je peux, il y a aussi, financièrement, j'essaye de participer. Enfin voilà, et puis j'en parle au maximum parce que malheureusement, contrairement à des grosses associations comme Ella ou ces gens qui ont une vraie médiatisation, et ces petites associations, elles ont besoin, voilà, qu'on les aide et on n'en parle pas. Et c'est hyper important la com. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut les suivre sur Instagram. J'imagine on peut faire des dons aussi. On peut faire des dons, mais ça peut être des choses vraiment... si vous êtes sportif et vous faites des courses, ça peut être au profit de l'association. Vous êtes artiste et vous faites un spectacle. Il pourrait y avoir, par exemple, 50 centimes, 30 centimes de reversés à chaque vente de billets pour une session. Voilà, et ça les aiderait considérablement. D'accord. Et vraiment, c'est des familles, c'est vraiment dur ce qu'ils vivent. Et ces enfants, ils n'ont rien demandé à personne. On en parlait tout à l'heure, le fait d'être maman, c'est vrai que ça touche parce que même si c'est pas nos enfants, ce sont des enfants et les enfants, c'est l'avenir. Et c'est hyper rude de voir des enfants, des ados qui souffrent de maladies. Et par ailleurs, il y a cette autre association, donc Sourire à la vie, donc là, qui est basée à Marseille. Frédéric, qui est le fondateur de l'association, qui est un garçon absolument génial et qui est hyper investi avec ses enfants. Il a même adopté une petite fille qui souffrait qu'il a suivie. Elle a demandé à ce que ça devienne son papa. Donc, il a adopté cette gamine. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors là, c'est Sourire à la vie. Ce sont des enfants qui sont atteints de cancer. D'accord. Donc ils sont pris en charge. On leur apporte de la mobilité. Ils les emmènent en voyage. Et puis, il y a les soins, évidemment, qui leur sont procurés. Essayer de leur donner les meilleures conditions possibles pendant leur hospitalisation. Et quand tu dis que ce monsieur a adopté une petite fille, ça n'a rien à voir avec l'association ? Si, parce qu'en fait, cette petite faisait partie des enfants qui ont été pris en charge par l'association parce qu'elle souffrait justement d'un cancer. Elle a été en totale rémission, Dieu merci. Et en fait, il l'a accompagnée, Frédéric, c'est un garçon vraiment extraordinaire, il l'a accompagnée pendant sa convalescence et en fait, il a été tellement proche et là pour elle qu'elle a voulu que ça devienne son papa officiellement. Donc, il y a eu un truc avec la maman. Enfin, c'est merveilleux cette histoire. Et Grand Corps Malade est donc le parrain officiel, la figure vraiment de cet asso qui porte depuis des années avec beaucoup de ferveur et voilà. Et on a un gala chaque année. Enfin, moi, je l'ai animé 2-3 fois pour récolter des fonds justement pour l'association. Alors, il y a des gens qui viennent, des mises en enchères, de gens qui et voilà. Et c'est pareil, c'est important parce que ces enfants-là, ils vivent une vie qui est compliquée. Il y en a certains qui s'en sortent, mais pas toujours. Et les thérapies qu'ils subissent sont lourdes et il faut leur donner de l'espoir et leur donner qu'ils aient une vie entre guillemets à peu près normale alors qu'ils sont hospitalisés et que leur quotidien et en fait ces enfants c'est une vraie leçon de vie parce qu'ils se plaignent jamais. Ils sont extraordinaires. Ils ont cette innocence. Mais c'est dingue. Ils ont envie de vivre. Ils ont le sourire à la vie, c'est ça. Ils sourient, eux, ils sourient à la vie. Ils ont le smile tout le temps. Ils se plaignent pas et toi tu dis et ça fait relativiser sur nous en fait, sur nous. On est toujours en train de se plaindre. J'ai ça, je me suis levée, j'ai la tronche de travers ce matin. Putain, mais quand tu les vois, tu te dis mais non, mais j'ai pas le droit de me plaindre en vrai. Enfin, et après, ça fait aussi prendre conscience de nous en tant que mère, de se dire mais j'ai cette chance d'avoir des enfants en bonne santé. En bonne santé. Et, en bonne santé. Merci. Merci. Tu es dans la web-série humoristique, La Pilule. Ouais. Merci Nathalie Marquet et Aurélie Rumeur. T'es ravie. Mais attends, mais c'est une super. Alors d'abord, c'est une super aventure humaine. Parce qu'encore une fois, Nathalie Marquet,
Pernod qui est, qui est une amie, hein, je peux le dire, je l'aime beaucoup, qui est une femme extraordinaire. Et puis Aurélie Rumeur, qui est son amie que j'ai rencontrée, qui est aussi une femme fabuleuse, qui a un parcours de vie génial, qui sont aussi dans le don. On aide les autres, aussi bien les jeunes que les plus vieux. Voilà, il n'y a pas de... Et cette série, elle est drôle. Non, mais vraiment, cette idée de faire ça dans une pharmacie, mais qui pense à ça? Enfin, tu vois, c'est drôle. Et on rigole, quoi. Vraiment, Et puis, c'est pareil, c'est des rencontres. Les techniciens qui travaillent sur le projet sont géniaux. Les autres comédiens qui sont venus, qui sont pas nécessairement... Il y en a qui sont pas nécessairement des comédiens, mais qui sont prêtés au jeu. Enfin, voilà, c'est pareil. C'est des rencontres, c'est des gens, c'est une synergie de groupe au profit d'un projet. Tu vois, Et tu as un projet au théâtre qui arrive également. Ouais, alors dis-nous tout. C'est quoi encore ce truc? Écoute, en fait, il y a 3 trucs qui sont un peu dans l'air. Un projet d'un auteur qui s'appelle Thierry Mourgeant, qui est un mec génial, c'est de l'absurde, mais poussé à son paroxysme. Une pièce complètement louvdingue qui s'appelle Le Voisin. Où pour le moment, en tout cas dans la distribution, il y a Loïc Legendre, qui est un comédien extraordinaire, ouais. Maude, pareil, qui est une comédienne hors pair, et Philippe Dussault. Voilà, qui sont des gens top. Donc ça, j'adorerais que ça se monte parce que c'est complètement... Mais c'est barré bien. Enfin, tu vois, c'est une belle écriture, c'est enlevé, c'est drôle. Un autre projet d'Annabelle Milot, qui est une super comédienne, super auteure. Enfin, elle, pareil, elle est comme toi, quoi. C'est un couteau suisse, cette femme, elle sait tout faire. Et alors là, c'est des brèves, en fait. Ce sont des brèves du C. Ça s'appelle les brèves du C. Elle fait un petit peu un flashback sur ce qu'on a vécu pendant le Covid, mais de manière, c'est vrai, pareil, c'est drôle, et en même temps c'est plein d'émotions, et c'est voilà. Donc ça, c'est un super projet aussi. Et donc c'est des 2 projets qui me tiennent à cœur. J'espère vraiment. Et pareil, la distribution est géniale. Il y a une comédienne qui s'appelle Catherine Lefroy qui est top, Alain Bouzy qui est complètement starbé et qui est génial, qui est un comédien mais merveilleux. Et Romain. Enfin voilà, donc c'est des projets. Amanda, tu travailles beaucoup, non? Ouais, mais il faut. Raconte-nous un peu ton hygiène de vie au quotidien. Alors, moi, je suis une fille chiante. Hein. Je picole pas. Je crois que tu fais du yoga. Je fais beaucoup de yoga. Beaucoup. Ça fait depuis 15 ans, ça fait partie de ma vie. Donc, j'ai une routine le matin. Je me lève avant les enfants. Ouais. Je fais mon truc, tu sais, histoire de me mettre en condition. C'est un quart d'heure, hein, c'est rien. Elle est face à moi, elle a un physique absolument fou. Ses bras, ses épaules. Tu es divine. Je peux retourner le compliment. Non, c'est toi la plus belle. Si, non. Donc voilà, donc je fais un truc qui s'appelle le Shootaïdo, que vraiment je conseille à tout le monde, même les jeunes gens justement qui veulent passer des castings. En fait, c'est une manière de se mettre en condition, de se connecter vraiment, de s'ancrer. Il y a 3 mouvements à faire qui sont très simples à la portée de tous, mais ça permet vraiment d'être focus. Si on a un coup d'angoisse, par exemple, on a un truc important à faire dans la journée, un rendez-vous, un casting, tu fais ça fait redescendre en termes de respiration, ça connecte vraiment, ça recentre, ça ancre dans le sol et ça aligne. Et c'est génial. Le Shootaïdo, vraiment, allez voir. Shootaïdo. Shutaido. D'accord. Il y a 3 mouvements à faire et c'est topissime. Donc, tu as cette hygiène de vie. Ouais. Tu ne bois pas. Je bois pas. Tu fais du yoga. Ouais. Tu fais ça tous les matins. Ouais. Ok. Hyper important. Après, en fait, moi, je me fais une to-do list. Tu sais, je compartimente vachement. Je me dis, OK. Parce qu'il faut savoir poser son cerveau aussi. Parce que sinon, tu satures. On a nos disques durs qui sont tellement sollicités par plein de trucs. Les bruits, les gens, les voitures, les machins. Donc, je me dis, OK, donc je vais donner 1 heure à ça, une demi-heure à ça. Et je vais m'octroyer à un moment donné de la journée. Alors, ça dépend des heures. Hein, ça dépend de une demi-heure où je ne fais rien. Tu sais, la case vide du cerveau où tu fais rien. Genre, tu es en mode contemplatif. Tu fais rien. Parce que c'est hyper important. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus prolifique quand je fais ça que quand je suis, tu sais, que dans le boulot, parce que tu as trop d'informations qui t'arrivent, le téléphone, et du coup, tu te laisses parasiter par plein de choses, en vrai. Tu es maman de 2 enfants, ouais. 4 et 6 ans. Qu'est-ce que la maternité t'a apporté ? La maternité, ça m'a complètement changé, parce qu'en fait, j'ai déplacé... Je pense qu'il y a des phases dans la vie. Je pense que quand on a entre 20 et 30, on est hyper égo-trippé, c'est-à-dire qu'on est quand même sur soi, sur oh là là, qu'est-ce que je vais, alors comment je vais être, le physique, enfin voilà. La maternité, c'est un truc où d'un seul coup, l'important c'est plus toi, c'est le prolongement de toi, on va dire ça comme ça. Et surtout, tout ce que tu fais, c'est pour eux ou pour elles ou pour, enfin.
Et du coup, c'est fabuleux parce que ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport aux choses auxquelles tu donnais de l'importance avant et finalement tu te rends compte que c'est quand même certaines fois vide de sens. Et ça permet finalement de se recentrer pour les bonnes choses, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Choses. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on t'entend, tu parles d'invisible, tu parles de rencontres, tu parles d'hygiène de vie. Est-ce que tu as une philosophie de vie concernant justement ce métier? Quel conseil tu pourrais donner à tous ces membres et ces auditeurs qui veulent devenir artistes, passer des castings? Est-ce qu'il y a une méthode, une philosophie de vie à appliquer? Alors, j'aurais tendance à leur dire encore une fois ce qu'on a dit au départ, c'est surtout de ne lâcher jamais l'affaire. Jamais. Même s'il y a des gens qui vous disent « Ouais, moi, à ta place », les gens ne sont pas à votre place. En fait. Donc, en fait, c'est vous, avec vous-même, comment vous vous sentez à l'instant T. On n'est jamais le même d'un jour sur l'autre. Mais vraiment, restez focus sur votre... et je sais qu'il y a des moments où vous allez vraiment... Ça va être difficile, vous allez vous dire « Non, j'en peux plus, je lâche l'affaire ». Mais c'est à ce moment-là que le truc va arriver, en fait. Donc, il faut vraiment... Même quand les gens vous disent n'y croyez plus, vous y croyez parce que c'est votre rêve à vous. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire non, c'est pas ça, c'est pas le moment, arrête. Non, il n'y a personne. Et qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille de 3-5 ans, Amanda, à Monaco, un peu timide? Je lui dirais qu'elle a eu finalement raison de, de s'accrocher et puis finalement je sais pas, enfin en tout cas de se dire ok, je fais le pas à un moment donné d'aller dans cet univers qui me donne une assise et une forme de légitimité. Et la danse, ça m'a vraiment sauvée. Ça m'a vraiment sauvée de moi-même. T'es allée chercher dans la danse, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ton physique que tu pensais trop différent, trop noir, finalement ça t'a ouvert des portes extraordinaires. Ouais, en fait c'était une vraie richesse. Et ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, les tares qu'on pense avoir, ce sont parfois des dons magnifiques. Oui, des vraies qualités, c'est vrai. Et tu l'incarnes si bien. Merci Amanda Scott pour ce moment. C'est moi qui te remercie. Merci de cette jolie invitation. Merci beaucoup. Amanda.